Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une fois encore dans mon jardin. En plus de ça, aujourd'hui on respire, donc vraiment c'est très agréable. Et regardez-moi cette délicate attention que m'a laissé mon mari avant de commencer à filmer des petites fraises du jardin. Non mais vraiment, ça fait un peu le cliché de la femme enceinte, mais elle a été croquée celle-là. On dirait qu'elle a été croquée par un escargot ou un truc comme ça. Je vais peut-être la rincer avant de la manger. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois d'août. Ça devrait être une vidéo relativement courte parce que je me suis, je pense, acheté moins de livres que d'habitude. Oui, non, c'est même pas je pense, c'est quand je regarde ce que j'ai devant les yeux, je me suis acheté moins de livres que d'habitude. Soyons clairs, on va commencer par les livres pour les enfants. Comme chaque année quand c'est l'été, pour les enfants, j'achète des livres pour accompagner leur apprentissage à l'école. Donc pour Marius, je lui ai pris Mon année de moyenne section. C'est un livre édité par les éditions Belin Jeunesse et c'est la méthode Bochet. Des livres de ce genre, j'en ai feuilleté plein. Il faut savoir que tous les ans, je lui en prends deux. Enfin, je dis tous les ans. Depuis que Marius est en petite section, je lui prends 2 livres comme ça. Et là, c'est encore ce que j'ai fait. On commence généralement aux vacances de la Toussaint et on en fait un tout petit peu pendant l'année. On va dire qu'on réserve ça plutôt pour les jours de pluie. Mais on garde une grosse partie de ces livres pour rythmer un petit peu les grandes vacances et pour servir de base de révision. Voilà. Entre les deux livres que j'ai pu acheter pour Marius sur la moyenne section, je dirais que c'est celui-ci des deux qui en le feuilletant me semble le plus facile. L'autre que j'ai pris toute ma maternelle, donc toujours moyenne section, aux éditions Hachette. Hachette fait plusieurs versions de cahiers d'apprentissage, je ne connaissais pas encore celle-ci. Je vous dis, j'ai pas voulu reprendre exactement les deux mêmes que pour la petite section avec le niveau au-dessus, parce que j'avais envie de changement, j'avais envie de voilà, de pas rester toujours dans les mêmes choses. Et puis de découvrir d'autres méthodes d'apprentissage, d'autres façons de présenter les choses, d'autres types de dessins. Bref, j'avais envie que ça varie un petit peu. Et puis finalement, j'ai aussi pris un cahier pour Louise, comme pour Marius au même âge, puisqu'il existe des cahiers pour les 2-3 ans. Ils appellent ça des cahiers pour la toute petite section. Donc Louise, elle va aller à la crèche en septembre pendant une année avant d'intégrer l'école en petite section. Mais Marius, j'avais fait pareil, j'avais pris un cahier comme ça les prépare. Et en le feuilletant, je me suis rendu compte que ma fille, enfin c'est pas que je me suis rendu compte, c'est que ça m'a confirmé que ma fille est hyper en avance pour son âge, parce que franchement, les 3/4 de ce qu'il y a dans le cahier, elle connaît déjà tout, les tracés, ça lui pose aucun problème. Donc ça va être de la grosse révision et je pense que pour elle, la petite section, ça va être de la blague. Voilà. Je n'ai pas reçu de service presse pour les enfants au mois d'août, mais j'attends quand même un paquet des éditions Usborne qui n'est pas encore arrivé, donc ce sera pour le book haul du mois prochain tout simplement. En revanche, j'ai acheté ce livre aux enfants. Je ne leur ai pas encore offert, mais ce sera fait sous peu. C'est Bienvenue au Pays des Dents. Donc c'est pas vraiment une histoire, c'est plus à ranger dans la catégorie documentaire. Pourquoi? Parce que Marius va devoir retourner chez le dentiste au mois d'octobre. En fait, à chaque date anniversaire, depuis ses 3 ans, il y a un rendez-vous dentiste. Et l'année dernière, je me rappelle qu'il nous avait fait un foin, mais incroyable, devant le dentiste. Pourtant, c'était un dentiste, un cabinet de dentiste même spécialisé dans les enfants, c'est-à-dire qu'il ne traite aucun adulte. Leur patientèle est exclusivement composé d'enfants. Et tout est fait, depuis la salle d'attente jusqu'aux blouses des dentistes, jusqu'au matériel utilisé, pour mettre les enfants en confiance, pour, voilà, c'est un peu, c'est le Disneyland du cabinet dentaire, vous voyez. Et non, même comme ça, c'est pas passé. Il avait les pétoches, il voulait pas ouvrir la bouche, il voulait pas qu'on lui compte les dents. Et à la maison, quand on fait le brossage des dents, il faut savoir que le matin, je laisse mes enfants se brosser les dents tout seuls. Autant vous dire que c'est mal fait. Enfin, je suis franche avec vous, c'est mal fait. Ça dure 2 secondes, ils frottent à peine et puis pouf, ils vont cracher au lavabo. Et le soir, en revanche, eh bien, son père et moi, on prend chacun un enfant, n'importe lequel, et on leur brosse les dents correctement, en chantant des comptines et en récitant l'alphabet, etc., pour leur occuper l'esprit, leur changer les idées, et puis surtout, voilà, pour leur faire comprendre que c'est pas 2 secondes dans la bouche.
Et pour eux, c'est encore très flou, la notion de carie, la notion de propreté des dents, etc. Et quand je suis tombée sur ce documentaire, je l'ai trouvé mais tellement bien fait. En fait, c'est une succession de doubles pages comme ça qui montrent l'intérieur d'une bouche. Donc vous avez des petites dents. Vous avez plein de petits rabats comme ça à tirer, à ouvrir. Et surtout, vous avez plein d'infos en vrac sous forme de petites bulles avec les dents qui parlent sur les dents. Donc combien est-ce qu'il y a de dents de lait dans une bouche, vers quel âge les dents de lait tombent, combien en centimètres mesure une dent, comment ça se passe le brossage des dents, quand est-ce qu'il faut changer de brosse à dents, donc la fréquence, à quoi ça sert le dentiste, etc. Les aliments qui vont salir les dents. C'est une mine d'or d'informations sur le sujet, donc je trouvais ça très chouette comme documentaire et je suis déjà très excitée de pouvoir leur offrir tout bientôt. On va passer au livre que je me suis acheté. On va commencer par les graphiques. Alors d'habitude je me prends un manga par mois. Écoutez, là je m'en suis pris deux. Je m'en suis pris deux parce que je voulais absolument pouvoir avancer dans deux séries que je lis en parallèle. Donc d'un côté l'Atelier des sorciers, je vous montre le tome 9. Si je ne m'abuse, c'est le dernier tome à être sorti. Je crois que le 10 n'est pas encore sorti. Mais bon, je ne vais pas y revenir, c'est une série, et vous le savez, que j'affectionne beaucoup. Et l'autre suite de série, c'est le tome 8 de The Promised Neverland. Là, pour le coup, on parle d'une série qui est maintenant terminée depuis pas mal de temps et qui comporte, je sais pas, peut-être 17 ou 18 tomes en tout. Donc j'avance pas très vite, mais écoutez, j'avance quand même de manière assez régulière, assez constante. Donc comme j'ai lu il n'y a pas très longtemps le tome 7 et que je me retrouvais un peu au chômage technique, je me suis dit bon mais je vais m'acheter la suite et puis c'est tout, voilà. Je vais maintenant passer au roman, j'en ai seulement 4 à vous présenter pour ce mois-ci, c'est pour ça que je vous dis que la vidéo devrait aller assez vite et sur les 4 il y a 2 suites de séries, donc j'ai été plutôt raisonnable. Alors ce qui m'a mis dans l'os niveau budget au mois d'août, c'est clairement cette grosse bricasse sortie aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est le tome 5 de Kéléana. Alors je boudais un petit peu ces nouvelles couvertures puisqu'ils ont ressorti aux éditions La Martinière les tomes 1, 2 et 3 qui étaient préalablement sortis en français il y a quelques années de ça, avec ce système de couverture, ces illustrations qui représentent un visage comme ça en gros plan, et à chaque nouveau tome on a une couleur de couverture différente. Mais pour la première fois en 5 tomes, je trouve que celle-ci, en violet très sombre, elle est plutôt pas mal. Alors Kéléana, je ne vais pas y revenir, vous le savez que c'est une série de fantasy que j'aime beaucoup, qui met en scène des faées, et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui parlent de faées qui remportent mes faveurs, parce que c'est pas forcément des créatures surnaturelles que j'aime croiser au détour de mes lectures. Hein. Très souvent, les récits qui mettent en scène des faées me déçoivent, ce n'est pas du tout le cas de Kéléana. D'ailleurs, quand on lit le premier tome, on ne sait pas forcément de quoi il va retourner parce que tout son passé nous apparaît par la suite. Mais j'aime bien ce récit parce que c'est un récit qui a une bonne dynamique, qui sait se réinventer d'un tome à un autre. On a toujours plus de secrets à découvrir, plus de complots à mettre à jour, et puis on a voilà, des petites romances par-ci par-là qui commencent à se dessiner, un personnage principal qui est extrêmement charismatique et qui en cache encore beaucoup sous sa botte, je pense. Et oh oui, c'est franchement une série que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore découvert les autres séries de l'auteur, et il y en a quelques-unes maintenant qui me font de l'œil. Mais j'avance petit à petit, puis je suis très contente surtout que les éditions La Martinière se sont réemparées comme ça de la série pour la republier. Et chaque sortie d'un nouveau tome me comble de joie. Autre suite de série que je me suis achetée au mois d'août, c'est Anne et sa maison de rêve. Donc c'est la série de Anne, la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery, qui est rééditée aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Les objets livres sont à chaque fois de toute beauté. On en est déjà au tome 5 sur 8. Et ce qui est chouette, c'est que l'éditeur a déjà annoncé qu'après avoir fini de sortir cette nouvelle traduction d'Anne, eh bien ils vont se pencher sur les autres publications de Lucie Maud Montgomery. Donc ça me rend vraiment très heureuse.
Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome, donc ne me demandez même pas quand est-ce que je compte lire ce tome 5, clairement ça va pas être pour tout de suite. Je vais lire là dans un proche tantôt le tome 2, ça va être pour cet automne et vraiment je me languis. Plus j'y pense et plus je me dis que ce sera certainement un livre que je vais emmener avec moi à la maternité parce que je le trouve doux et réconfortant. Et pourquoi est-ce que je me prends dès qu'ils sortent les tomes de cette série? Tout simplement parce que le tome 4, j'ai mis un petit peu de temps avant de me le procurer. En effet, dès qu'il est sorti, je l'ai mis dans mon panier Amazon. Et 2 semaines plus tard, quand j'ai voulu passer la commande, il était en rupture de stock, mais en rupture de stock à peu près partout, victime de son succès, vous voyez. Donc on ne m'y reprendra plus. Voilà, moi je veux absolument tous les tomes de cette série, déjà parce que ce sont de très beaux objets de collection et parce que l'histoire est absolument géniale. Donc forcément, il me le fallait. Alors, il me reste 2 romans à vous présenter. Parmi ces 2 romans, il y a un roman au format poche, c'est un Serena Giuliano. J'avais envie de découvrir cet auteur dont on parle de plus en plus, qui visiblement est très copine avec Virginie Grimaldi. Elles s'encouragent l'une et l'autre, elles se font lire toutes les deux leurs textes. Je ne sais pas si Serena Giuliano écrit aussi bien que Virginie Grimaldi, mais visiblement elles ont l'air d'être plus ou moins sur le même créneau. C'est un peu... certainement qu'il y a des différences entre leurs styles, mais quoi qu'il en soit, elles écrivent toutes deux des récits contemporains. Là, je me suis pris Ciao Bella, ça vous étonnera pas si je vous dis que c'est le premier roman de l'auteur. Vous connaissez ce fameux toc qui me poursuit encore et toujours et qui veut que je découvre un auteur ou une auteure par son premier roman et que je suive l'ordre de publication. Donc Ciao Bella est le premier livre que Serena Giuliano a pu écrire. On va découvrir notre héroïne qui s'appelle Anna et qui va suivre une thérapie avec un psychologue, et au détour de cette thérapie, nous lecteurs, on va en découvrir plus sur sa vie, sur son enfance, sur ses aspirations, sur sa vie présente. Et visiblement, Anna, c'est une femme qui est très sensible mais aussi très névrosée. Elle a peur de la foule, elle a peur de plein de choses, et on découvre dans le résumé qu'elle est enceinte et qu'il s'agit de sa 2e grossesse. Ce qui est notable aussi dans les romans de cet auteur, c'est qu'il y a une inspiration italienne qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas dédaigner. Déjà, Serena Giuliano, on entend comme ça chante, on entend son nom italien. Visiblement, les racines de l'auteur sont très ancrées dans ses récits, puisque soit il se déroule en Italie, ou soit il nous dépeigne des personnages qui ont vécu en Italie ou qui sont originaires d'Italie. Donc c'est une culture que j'aime beaucoup, qui me parle et que je suis déjà pressée de pouvoir retrouver dans ces textes. Et finalement, le dernier livre que je me suis acheté est plutôt un gros bébé, et lui aussi coûtait assez cher parce qu'il a coûté 24 € quand même. Mais il faut dire que tous les romans qui sortent aux éditions Actes Sud ne sont pas donnés. Il s'agit du premier tome d'une quadrilogie qui s'appelle Le Tombeau Scellé. Donc ce premier tome, c'est Gideon la 9e, et c'est écrit par Tamsine Muir. Alors d'après ce que j'ai pu voir par-ci par-là, ce premier tome a été traduit aux éditions Actes Sud en 2019, et le tome 2, qui est déjà sorti en anglais depuis un bon bout de temps, ne sera traduit qu'en 2023. Voilà. Alors, faut pas être trop pressé, hein. Moi je pense que je me le suis acheté au bon moment, parce que si je me rends compte que j'adore ce tome, eh bien je n'aurai pas trop longtemps à attendre avant la traduction du prochain. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont découvert le livre en 2019 aux éditions Actes Sud, il y a de quoi être crispé si jamais on ne lit pas couramment en anglais. Voilà. Pour le moment, sur la quadrilogie, seuls 3 tomes, seuls 3 tomes, en fait c'est déjà les 3 quarts, sont sortis en anglais. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? Déjà, je suis tombée dessus un peu par hasard, je dois dire, et la couverture annonce franchement la couleur. On est sur un mélange de science-fiction et de fantasy, avec une dimension un petit peu gore, un petit peu horrifique sur les bords. Donc c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, qui ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Dans cette histoire un peu loufoque qui est gouvernée par des nécromanciens, on va faire la connaissance de notre personnage principal, qui s'appelle Gideon, mais qui est une fille. Pour moi, Gideon, c'est plutôt un prénom de garçon, mais bon, pourquoi pas. Et Gideon, elle a passé la majeure partie de sa vie dans ce qui s'appelle la 9e maison.
qui est en fait un bâtiment, une espèce de mausolée à ciel ouvert, gouverné par des nonnes assez vindicatives. Et Gideon, elle en a sa claque d'être sur place, elle veut s'en aller. Mais visiblement, elle ne va pas avoir d'autre choix que de participer à un concours qui est organisé par un empereur. Je n'en sais vraiment pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'humour, il y a du gore et que c'est un récit qui ne laissera vraiment personne indifférent. Voilà, bah écoutez, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai déjà hâte de lire, rien que pour pouvoir vous faire un retour. C'est avec ce roman que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté et ou lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt en commentaire pour pouvoir échanger avec vous. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!